Bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est un grand retour là ce soir, c'est un grand retour sur les box parce que pour les gens qui nous regardent, ça y est, nous sommes de retour sur les box. C'est pas merveilleux ça? C'est génial. Et en plus, je suis de retour avec deux invités formidables. Bon, il y en a un, c'est un habitué, c'est Thomas Périllon du Bleu du Miroir. Bonsoir, Jérémy. Et tu n'es pas seul Thomas ce soir puisqu'il y a Thomas Imbert avec moi, Allociné. Eh oui, deuxième fois que tu viens. La dernière fois, c'était aussi pour un Disney. Si je ne dis pas de bêtises, ce soir, il y aura un peu de Disney. Voilà, je préfère le préciser. Alors, je rappelle un peu en sommaire, on va parler des news de la semaine. On va prendre du temps pour en parler parce qu'il y a eu des grosses news dont on peut parler ce soir. Je donne quelques indices. Course aux Oscars et Marvel. Voilà, je pense que déjà Marvel, tout le monde s'en doutait, on va forcément en parler. Il va y avoir également des films cette semaine, bien sûr, comme chaque semaine. Il va y avoir un gros film, un film d'animation dont on va parler un peu plus longuement. Il y a un thriller qui a été très attendu et très critiqué cette semaine. Et puis il y aura le nouveau Raymond Depardon, c'est quand même toujours un événement. Et puis le nouveau film de Mélanie Laurent et bien d'autres films. Peut-être qu'on peut commencer par les news. Et la première news dont j'avais envie de parler, c'est la National Board of Review. Pour les gens qui savent pas ce que c'est un conglomérat en quelque sorte de journalistes, de cinéphiles qui se réunissent chaque année pour élire les meilleurs films de l'année. C'est aux États-Unis et là cette année ils ont élu comme meilleur film le Pentagon Papers qui va sortir en janvier, fin 4 janvier 2018 chez nous, qui est le nouveau film de Steven Spielberg, avec Meryl Streep et Tom Hanks qui ont eu eux meilleur acteur et meilleure actrice. Ça relate ce qui s'est passé lors du Washington Post Watergate. Ça a déjà été couvert beaucoup, mais là cette fois-ci c'est du point de vue de la directrice du Washington Post qui a défendu le projet, on va dire l'enquête qui était en cours malgré les dangers qu'elle encourait. Donc un film qui arrive un peu à point nommé parce que c'est le journaliste d'investigation. On se rappelle un peu du succès de Spotlight en critique, je dis bien, l'année où c'était sorti. Et puis là d'un seul coup il y a ça et il y a en plus une petite couche de féminisme. J'ai l'impression que c'est parfait pour les Oscars ce film-là. Vous en pensez quoi? Ah bah oui, je pense qu'il arrive à un moment, où il y a des soucis entre le journalisme d'investigation et la façon dont la Maison Blanche essaie de contrôler tout ça, de cacher les scandales. Bon, ça arrive aussi avec le show business, on le voit bien avec comment le fils de Woody Allen avait essayé de sortir, enfin de Mia Farrow, pardon, avait essayé de sortir l'affaire autour de Weinstein. A sorti l'affaire de Weinstein, voilà, c'est vrai que c'est mais quand il a mis du temps. Il a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Et donc au final, oui, je pense qu'il arrive effectivement, comme tu dis, à point nommé. Pareil pour toi, c'est un film que tu attends, j'imagine aussi. Comme tous les films de Spielberg, c'est mon réalisateur préféré. Et puis l'année prochaine, enfin le début d'année prochaine, ça va être un petit peu l'année Spielberg, puisque je crois que c'est à 3 semaines d'écart qui sort ce film Pentagon Papers et Ready Player One, qui sont pas du tout les mêmes films, enfin pas du tout dans la même catégorie. Là on a un film un peu plus confidentiel, mais quand même avec Tom Hanks et Meryl Streep. Comme il fait, oui, à la Spielberg, un film confidentiel chez lui, ça prend souvent ses où on va se prendre une baffe dès le premier plan, je suis sûr, comme pour le Pont des Espions. Et puis 3 semaines plus tard, on a Ready Player One qui peut devenir un genre d'avatar. Ouais, c'est ça. Par contre, il faudrait que je vérifie parce que je m'engage pas, j'en suis pas sûr. Mais il me semble que Pentagon Papers a été un petit peu avancé par Universal, justement. Je pense pour éviter le chevauchement. Je crois qu'ils ont avancé là, je le vois sur l'affiche, il y a marqué 28 février, mais je crois que 28 février maintenant c'est Lady Bird. Voilà, ça doit être une affiche qui date un peu parce que c'est vrai que moi j'ai la date du 24. C'est Lady Bird qui est le 28 février justement chez Universal. D'ailleurs, un film dont on risque de parler aux Oscars avec Saoirse Ronan. C'est Lady Bird, non? Non, c'est Universal. Ouais, c'est Universal. Et je crois justement que par un peu cascade, ils ont avancé Pentagon Papers. Et à mon avis, c'est peut-être justement par rapport à ce que tu dis, le chevauchement des Spielberg. Les grands fans comme toi, ils vont avoir besoin d'un peu plus de temps pour se remettre. C'est vrai. Et à mon avis, à confirmer, à vérifier. Mais moi, il me semble que c'est ce que j'avais lu cette semaine comme information. Et tu as bien fait de parler de Lady Bird parce qu'effectivement, celui-ci, lui, a gagné le prix de la meilleure réalisatrice et devenu, ça c'est un truc dont on parle, le meilleur film. Voilà, on voit l'affiche. Le film le mieux noté sur Rotten Tomatoes. Voilà. Bon, ça, ce qui veut pas dire grand chose, mais malgré tout, c'est vrai qu'a priori, ça s'annonce quand même plutôt pas mal. Et puis, alors, dans les autres films, je vais aller un peu vite, il y a un film de super-héros, c'est Logan, parce qu'ils ont aussi une sorte de top 10 de l'année, un peu dans le désordre qu'ils mettent. Visage Village parmi les meilleurs documentaires, il y a du français, il y a même France parmi les meilleurs films étrangers. Et moi, j'ai noté aussi Call Me By Your Name pour la meilleure révélation pour Timothée Chalamet, ça s'annonce très bien, ça. Call Me By Your Name, je pense que, bon, nous on a un rédacteur qui l'a déjà vu, qui a beaucoup aimé. Je pense que celui-là, ça va être le challenger, un petit peu comme il y a eu Moonlight. C'est pas impossible. Il faudra compter sur Call Me By Your Name, il y a de très beaux échos, et
ça a l'air hyper prometteur, donc je pense que lui il aura sa carte à jouer. Et puis c'est un sujet, bon, c'est vrai que moi j'ai la sensation souvent que les Oscars sont une caisse de résonance de ce qui se passe un peu dans l'actualité. D'ailleurs eux-mêmes s'affirment un peu comme ça, c'est souvent un peu politisé. C'est pas impossible que Call Me By Your Name touche aussi à des thématiques très actuelles. À voir lequel. Moi je pense que Lady Bird a beaucoup ses chances. J'ai l'impression que ce film sonde pas mal de thématiques. J'ai l'impression que la tendance ces dernières années, ça a été un petit peu à une distribution. C'est-à-dire qu'on a plus trop, maintenant on l'a vu même l'année dernière avec La La Land qui était très très attendue, qu'on pensait qu'elle allait faire une razzia. On a, je sais pas si je suis d'accord, mais j'ai l'impression qu'on va donner un prix au réalisateur et puis ça sera pas forcément le même film pour le meilleur film. Donc là on peut très bien attendre du Lady Bird, du Pentagon Papers, du Call Me By Your Name avec une petite distribution. J'ai l'impression qu'il y a moins de gagnant phare, il y a plus on essaie de récompenser large. Et la surprise, j'ai l'impression, arrive presque systématiquement sur le meilleur film. C'est vrai, on attendait La La Land, on attendait The Revenant, on attendait tous ces films-là qui n'ont pas été récompensés finalement. Donc ouais, là ça pourrait être... c'est vrai, en plus, c'est vrai que chaque année, faut le dire, la National Board of Review donne des meilleurs films qui sont pas forcément les meilleurs films des Oscars, même si c'est ceux qui sont peut-être favoris comme Moonlight l'année dernière. Voilà, on verra bien ce que ça donnera cette année, mais moi je sais que je suis alléché quand même par cette sélection qu'ils ont faite. Je trouve que c'est des films qui ont l'air quand même malgré tout intéressants. J'ai un peu peur pour le film de Spielberg, je dois le dire. J'ai un peu l'impression qu'on va avoir un effet Spotlight, c'est-à-dire un film bien racé. Moi j'ai bien aimé Spotlight, mais un petit peu surestimé quand même, et surtout qui a été mis en avant pas mal parce qu'il y a une vraie crise dans le journalisme d'investigation, et c'est presque à un moment donné important de dire bon, on met de tout côté les défauts, on les met de côté pour rappeler un peu ce qu'est le journalisme d'investigation aujourd'hui, quoi. Bon, on va voir ce que ça donnera. Pour rappel, Lady Bird, ça sortira, donc comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, mais moi je l'ai noté en février. Voilà, donc 28 février. Voilà, donc ça veut dire qu'ils ont avancé celui-là. Ils vont pas sortir deux films au même moment, c'est le distributeur universel. Sur un écart. Donc il y a de grandes chances que si toi t'as vu 28 février pour Lady Bird, il y a de grandes chances que Pentagon Papers soit avancé au 21 au 24 janvier. 24 janvier, ouais. Voilà. Bon bah écoutez, en tout cas les deux, ce sera détecté début d'année. Les deux seront à voir. Ouais, je pense. Ce sera un peu immanquable. Il y en a un autre qui va être immanquable, mais je sais que tu iras peut-être pas le voir, c'est pas sûr. Avengers Infinity War, donc la fin de la phase 3, mais aussi de la phase 2, de la phase 1 de Marvel, en précisant que c'est une sorte de premier volet avec un deuxième qui va arriver un peu plus tard. C'est la bande-annonce qui est tombée aujourd'hui. Voilà. Et là, c'est peut-être une découverte pour vous. Si jamais vous êtes sur la télé, vous avez envie de la voir, on va vous la montrer tout de suite. Thanos qui se bat contre l'armée de super-héros, il y en a énormément. On vous laisse regarder. There was an idea to bring together a group of remarkable people to see if we could become something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. It's like to lose, to feel so desperately that you're right, yet to fail all the same. Dread it, run from it, destiny still arrives. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face. Who the hell are you guys?
bam. Le 25 avril au cinéma, on n'a pas besoin de dire grand chose finalement. Mais cette bande-annonce parlait d'elle-même. Alors je vais me tourner vers Thomas Humbert en face de moi, parce que vous êtes tous les deux Thomas. On n'a pas trouvé de surnom encore. Il m'avait dit qu'on en trouverait, on n'en a pas trouvé. Est-ce que ça te donne envie, ce Avengers Infinity War? Moi, comme tous les Marvel, oui, ça me donne envie. Après, on sait très bien ce qu'on va voir quand on va voir un Marvel. C'est comme quand je vais reprendre la métaphore que j'avais fait sur Fanzone Live. C'est comme quand tu vas chez McDo en fait. C'est que tu sais très bien ce que tu vas manger. C'est pas de la grande bouffe, mais moi j'aime bien. T'es jamais déçu en fait. Ah, c'est marrant parce que je fais la même métaphore mais plutôt dans le sens. Genre tu sais que tu vas manger de la merde, tu manges de la merde et 2 heures plus tard t'as envie de revoir un truc qui va te sustenter un peu mieux. Mais c'est ce qui t'aide un petit peu à digérer le truc, c'est qu'on a quand même DC Comics de l'autre côté qui lui fait vraiment de la merde. Et je trouve qu'il y a au moins une cohérence, même en termes, ne serait-ce qu'en termes de marketing. Tu vas t'attirer les foudres des fans de DC, tu sais que sur internet ça. Ah ouais, bah tant pis, écoute. C'est pas en cacahuète. Non mais t'as raison, faut choisir. J'aurais tous les fans de Marvel. Désactiver ton compte. Voilà. je reçois des attaques. Non, mais après voilà, ça c'est que mon avis, mais le Marvel est plus intéressant à suivre, ne serait-ce qu'en termes de marketing, je trouve. C'est une leçon. Ils ont tout compris. Ils jouent avec leurs cartes, ils connaissent leur jeu parfaitement, ils le maîtrisent depuis 10 ans. Ils ont tous les coups d'avance et c'est passionnant de les voir avancer leurs cartes en fait. Moi j'ai un peu l'impression avec cette bande-annonce, mais j'ai l'impression avec cette idée de décomposer ça en 2 volumes, que si vraiment il y a de l'audace quelque part, si vraiment ils ont osé à faire avancer les cartes, ils vont pas le faire dans celui-là. Non. Ça donne l'impression un peu que ça c'est une sorte de préparation avant le deuxième, et que là on va avoir un film où ça va être Harry Potter partie 1 et 2, 8e épisode. Parce qu'ils sortent les deux, je crois à 1 an d'écart, donc on n'aura vraiment pas beaucoup à patienter, donc c'est ce genre de films qui sont sous forme de diptyque. Oui c'est ça, c'est que le premier va être en fait un coup dans l'eau, mais un truc qu'il va falloir quand même malgré tout au bout des 2h30 patienter. Mais ça te donne pas envie toi Thomas, tu t'iras pas forcément le voir toi Avengers? Non, je l'ai laissé tomber depuis 2 ans. T'as laissé tomber. En fait je ressors toujours avec le même sentiment, donc j'en ai marre d'écrire la même critique, j'en ai marre d'avoir la même impression d'avoir perdu mon temps, mais tu dis que ça va être une longue introduction. Pour être allé voir le dernier en date que je suis allé voir, c'était Spider-Man, pour voir ce que ça donnait maintenant qu'il revenait au bercail, et déjà j'avais un peu le sentiment que c'était allez, arrive Spider-Man, ça y est, tu fais partie des Avengers pendant 2 heures avec quelques trucs un peu fun, un peu Jones, un peu voilà. Donc si derrière on a encore une autre introduction, ça va être long la phase 3 hein, parce que c'est vrai que c'est vrai que c'est ce qui se passe un peu dans les reproches qu'on fait à Marvel, c'est-à-dire qu'on leur dit c'est super mais vous avez tellement construit une architecture imbriquée les unes dans les autres qu'à un moment donné on a l'impression de voir une série, si je rate l'épisode d'avant je vais rater tout. C'est exactement ça. Après c'est le but, je pense que c'est exactement la stratégie. C'est la stratégie, c'est de la télé, de faire retrouver, comme quand on binge-watch les séries, là le spectateur il a envie d'être gavé, bon c'est leur position, c'est pas mon avis, mais il gave le spectateur, ils arrivent à le rendre dépendant, accro à ces personnages qu'il a envie de retrouver. Alors il y en a qui retrouvent leur compte et puis banco hein. C'est-à-dire il y a un double phénomène, c'est-à-dire que le cinéma se transpose un petit peu à la télévision, ce qu'on voit avec des séries comme Game of Thrones ou qui deviennent méga cinématographiques avec très peu d'épisodes qui deviennent presque des films finalement, et l'inverse et la réciproque arrive aussi, c'est-à-dire que le phénomène de feuilletonnage et de séries se transpose dans les grandes sagas. C'est le cas pour Marvel, mais c'est en train de devenir le cas pour Star Wars, puisque ils ont annoncé 3 autres épisodes. On sait très bien que ça finira jamais cette histoire. Sauf qu'avec les universe maintenant, il y en a de plus en plus. J'ai la sensation quand même, pour l'instant, enfin c'est ce qu'est en train de faire Star Wars, qu'ils s'en tiennent parce qu'ils ont peut-être un peu peur d'ailleurs de ce qui peut se passer avec ça, mais ils s'en tiennent quand même à des origin story très détachées, et puis des épisodes qui se suivent comme pouvait être la saga. C'est vrai que Marvel, c'est finalement en dehors de la qualité des films, c'est les seuls qui ont réussi à bâtir vraiment un univers sur 10 films, à nous accrocher sur 18 films maintenant, avec une vraie structure d'épisodes quoi. Et j'ai pas d'autres exemples, même Fast and Furious, c'est pas vraiment ça. Après il y a que des tentatives quoi. C'est ce que essaye de faire Universal avec les Monsters, ça marche le pas, Dark Universe qui marche pas. Qui est en péril d'ailleurs, on sait pas tellement si ça continue. Warner essaye de faire ça avec d'une part Harry Potter et d'autre part avec ses Monsters. La Tour Sombre aussi. La Tour Sombre, ils avaient même carrément. Finalement ils ont décidé de faire une série, donc en fait le film au cinéma passe en série. Oui, ça devait être à la base un film et une série en même temps, mais je me souviens avoir lu le producteur qui disait malheureusement on a mis 10 ans à le faire et 10 ans plus tard c'était déjà daté. Donc, Et c'est ça, en fait c'est ça que les autres ont peut-être pas compris et que DC Comics je pense n'a pas compris, c'est que c'est un travail de longue haleine, il faut s'y prendre très à l'avance, et Marvel ils y sont depuis 2008. Et d'ailleurs le regret, moi personnellement, si au départ sur le papier j'aurais préféré DC Comics, le souci c'est que DC veut trop tourner selon le sens du vent, et selon qu'un film va être ça va pas empêcher que je les ai pas aimés, mais
au moins pour lui, Batman Against Superman, il avait la noirceur, il avait un vrai ton qui voulait être instauré, et on leur a reproché ça, et donc du coup direct le film derrière c'est on essaie de faire du fun, et c'est dommage parce qu'une cohérence ça peut marcher. Je veux dire, Nolan a fait un Batman hyper sombre, très racé, etc. sur 3 films, ça a hyper bien marché, donc c'est dommage que peut-être ils trouvent pas leur ligne conductrice. Ouais, tu disais. Ils avaient tout, je suis carrément d'accord, ils avaient tout à gagner à se démarquer, à imposer leur univers, parce qu'ils ont vraiment une identité, mais ils l'ont un peu renié pour faire du Marvel, et t'as l'impression un petit peu du gamin en classe qui copie sur le voisin. Mais mal. T'as mis 20, moi j'aurais 7. Ça passe. J'avais mal lu en fait ce que t'avais écrit, excuse-moi, je pensais que t'avais écrit l'inverse. Mais c'est vrai que ça tient aussi peut-être tout simplement à une chose, alors c'est du marketing sans doute, mais Kevin Feige, qui est l'homme un peu à tout faire à Marvel, c'est quelqu'un qui tient le bloc, et ce qui manque à DC, c'est que ça devait être Zack Snyder, sauf que Zack Snyder a imposé une vision, comme tu le dis, justement assez sombre, et ils n'ont pas eu peut-être le courage, je sais pas, il s'est passé quelque chose en chemin qui fait qu'ils n'ont pas osé soutenir sa vision, et tout s'est écroulé. Là c'est vrai qu'en ce moment on sait pas trop où ça va, Warner. Bon, on verra ce que ça donne avec Marvel. Je fais un petit interlude Twitter, parce que je vous rappelle que vous pouvez nous donner votre avis via Twitter avec hashtag Cinewatch, voilà, j'ai déjà des avis qui sont tombés, donc je vais les citer. Déjà, bonjour à Daniel, c'est un fidèle Daniel, et a priori il se réjouit de nous revoir revenir sur les box. On est content de te revoir aussi Daniel, comme chaque semaine. Je vais pas revenir sur ce que tu as dit avant, il était un peu choqué que je parle de Spotlight surestimé. Ça l'a un peu scandalisé. Par contre, sur le futur Avengers va nous changer de la petite baston de quartier que l'on a pu voir dans Civil War. C'est vrai que je suis pas complètement en désaccord avec ça. Il y a un côté un petit peu, je trouve un petit peu baston dans une usine désaffectée en Roumanie, quoi. Moi, j'avais un peu l'impression que c'était. Je crois que c'était, en plus c'était littéralement ça. Le dernier cigale, quoi. Parce que je crois que c'est dans un pays de l'Est inventé. En plus, c'est dans un pays de l'Est, bon. Et c'était effectivement une sorte d'usine, quoi. Mais il y avait c'est un peu ce qui me fait peur. C'est vrai que dans ce qu'on voit dans la bande-annonce aussi, je trouve que c'est un peu bizarre. J'ai l'impression de revoir des séquences que j'ai vues ailleurs, avec une espèce de brouhaha numérique, une localisation complètement fausse. Enfin, quelque chose un peu, un peu artificiel. Je sais pas si ça tiendra la route. Et on a Oscar Newan, peut-être que vous le connaissez pas du tout. Voilà, bonsoir à toi. A priori, tu es bien connu de Thomas Périllon. Au moins, la bataille finale a l'air de ressembler à quelque chose dans Infinity War, pas comme dans Justice League. Voilà, on a d'autres fans de Marvel qui s'expriment. N'hésitez pas à commenter ce dont on parle sur Cinewatch. Et je lis à Daniel, et qui vient de mettre: vous oubliez la nanarverse franco-français qui revisite les contes pour enfants. Vivement la fin de la phase 1. C'est vrai que c'est ça. En mettant Kev Adams. Avec le Christian Clavier Universe aussi, on en avait déjà parlé. C'est le mieux, ça, quoi. C'est celui qui va vraiment le plus m'accrocher, moi. Moi, je pense que celui-là, il a recèle plein de surprises. Bon, on va pouvoir en tout cas voir ça à partir du 25 avril 2018 dans les salles. On va voir ce que ça donne, est-ce que c'est à la hauteur. Alors, news suivante, j'ai juste voulu faire une petite intercartade parce que cette nouvelle m'a un peu étonné. Il y a un téléfilm qui va être produit sur France 2, donc là on n'est plus dans le cinéma, mais c'est avec des acteurs de cinéma, vous avez dû en entendre parler, sur l'attentat du Bataclan. En l'occurrence, pas vraiment uniquement sur ça, mais la journée ou la nuit du 13 novembre. C'est en tournage jusqu'au 22 décembre, je rappelle les grandes lignes. C'est une mise en scène de Marion Lenne qui avait fait À cœur ouvert il y a quelques années. C'est avec Sandrine Bonner, Simon Abkarian, Nedra Ayadi et Juliette Lambolet, et ça raconte donc une histoire d'amour sur autour de l'histoire du 13 novembre. On est le 13 novembre, on a 2 personnes qui viennent en secours des victimes qui sont là. Les victimes ont envie de les revoir et ils se revoient tous les deux. Projet, alors... c'est pas le seul, j'en ai trouvé d'autres, il y en a 3 ou 4 qui sont en cours, dont un qui est américain, un autre que je trouve très intéressant qui s'appelle si je ne dis pas de bêtises, c'est celui-ci, c'est les jours avant, donc c'est deux jeunes qui se retrouvent peu avant le 13 novembre jusqu'au 13 novembre. Un côté un peu, je trouve, Vol 93, ça me rappelle un peu ça, où on voit un peu l'avant, on est un peu dans cette unité de temps. Est-ce que ça vous paraît intéressant de faire possible ou trop casse-gueule de faire un projet là-dessus? Ça finira par arriver de toute façon, ça c'est une évidence. Après, est-ce que c'est trop tôt? C'est la seule question qu'on peut se poser. C'est le timing qui pose problème. Fabien Vandane sur 20 minutes a fait un excellent article à ce niveau-là, parce qu'on a vu hier quand le projet a été annoncé que ça avait suscité un sacré tollé, ce que l'on peut comprendre, c'est encore un sujet sensible, mais il se posait la question, je trouve de façon assez pertinente.
Pourquoi aux États-Unis on peut par exemple faire Track à Boston, qui avait le film est arrivé 3-4 ans après l'attentat au marathon de Boston, et que ça soit très bien fait et que ça passe très bien, ça soit bien reçu. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le film. J'avais pas vu le film, mais je me souviens très bien de ce que c'était. Ouais. Il est vraiment efficace. Et en France, c'est encore un sujet sur lequel c'est glissant, c'est voilà. Alors. Et ça allait souvent sur des sujets qui sont très à chaud. La France a peu souvent la capacité à revenir très vite sur leur histoire. Ça fait pas si longtemps que ça, surtout. C'est très récent. Il y a eu plus de temps. Voilà. Et même World Trade Center et Vol 93, si je me trompe pas, ils les avaient laissé quand même passer de longues années. Là, c'est bon. Après. Moi, je suis très curieux de voir ça. Je suis très curieux aussi. Je pense qu'il y aura de toute façon, comme ça a été le cas pour le 11 septembre, il y aura forcément beaucoup de versions différentes ou d'interprétations de la chose. Mais après, il faudra, voilà, forcément, elle sera attendue au tournant, qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose de sensationnaliste. Visiblement, comme quand même, ce qui l'intéresse le plus, c'est l'après, c'est plus comment on se remet de ça, comment des individus sont marqués dans leur chair, comment un traumatisme peut finalement rapprocher des personnes, mais est-ce que c'est pas se rapprocher autour de quelque chose de dramatique? Voilà, il faudra voir comment elle gère ça. Bon, moi je suis pas forcément dans l'envie comme ça de me précipiter le voir ou d'allumer ma télé pour le regarder, puisque ce sera un téléfilm. Mais bon, il faut pas non plus condamner direct le projet, faut voir si c'est fait avec intelligence. Je suis assez d'accord avec ça, c'est vrai que je pense que ce qui a créé le tollé vis-à-vis de ce projet, c'est un peu cette couche qui a été un peu mise en avant aussi par la production, qui a expliqué que c'était une histoire d'amour dans une ville romantique mais brisée. Il y a ce côté un peu, moi ça me rappelle, alors c'est pas du tout les mêmes événements, mais il y a ce côté un peu drame sous-jacent à une histoire. C'était le fameux film de Sean Penn qui avait fait tant décrié à Cannes, où on rajoute une histoire d'amour comme parabole de l'histoire réelle, et c'est vrai que souvent ça peut alourdir terriblement le là ton. c'était malvenu surtout, parce que lui dès le carton d'introduction, lui il y allait pas que le mec, t'as envie de le gifler, donc c'est pas possible. C'est vrai qu'il y a en fait, il n'y a pas besoin de rajouter d'intrigue particulière. Ce qui va compter, je pense, c'est l'atmosphère. C'est un petit peu, je pense que moi j'ai envie de voir quelque chose qui se rapproche un peu d'un film comme Détroit par exemple, où on est plongé dans quelque chose de viscéral. C'est peut-être ce qu'il faut faire en premier, c'est-à-dire que la délicatesse elle est peut-être là, c'est raconté de manière la plus proche du réel possible, en étant pudique, ce qui s'est passé. Est-ce que celui-ci, en se lançant premier, va prendre le feu? On verra, quoi. Mais c'est vrai que je suis un peu comme vous, moi. Je suis intrigué, mais je pense que la majorité des Français vont forcément voilà, je pense qu'il n'y a personne qui est complètement à l'aise avec ce sujet-là. À ceux qui sont sur ce projet, de faire les choses correctement pour arriver à parler des vrais sujets, mais tout en gardant ce qu'il faut de pudeur, de distance, et voilà, parce que si c'est juste pour faire du business autour d'un truc dramatique, je pense que là ça va. Mais de toute façon, voilà, je pense qu'ils savent qu'ils sont attendus au tournant. Ils peuvent pas se permettre ça, c'est sûr. Non, voilà. Bon, en tout cas, on espère que ce sera suffisamment pudique et suffisamment bien traité. On verra ce que ça donnera en tout cas. Il n'y a pas de date de sortie encore, enfin de date de diffusion pour ça, mais c'est en ce moment en tournage, donc ça risque d'être dans le courant de l'année prochaine. On va pouvoir maintenant attaquer avec un petit jingle parce que le box-office arrive et on va pouvoir parler un petit peu des films de la semaine dernière. On arrive tout de suite. Alors comme c'est des films déjà sortis, je vais faire vite, et puis en plus de ça, ça va créer des débats sur internet parce que la Justice League tient la première place, 1,2 million, 250 000 entrées, c'est mieux que Wonder Woman, c'est moins bien que les précédents films d'ici. C'est un score de super production, pas forcément incroyable, mais bonne. Le Brio en deuxième place, meilleur démarrage d'Ivan Attal de sa carrière avec 412 000 entrées, donc ça c'est plutôt un succès. À voir comment ça tient sur la longueur. J'ai l'impression que ça a été plutôt bien reçu d'une manière générale par la presse et les spectateurs. Troisième, un résistant, lui ça fait des semaines qu'il est là, moi j'en m'en félicite plutôt, c'est Au revoir là-haut, 1 700 000 entrées, bravo Albert Dupontel encore une fois de faire des films un petit peu ambitieux, on va dire en tout cas un petit peu différents, et ça marche a priori. Jalouse 7ème, je vais un peu plus loin dans le classement parce que les autres films sont en continuation, 640 000 entrées, je voulais le signaler parce que ça a quand même aussi un beau score pour un film je trouve qui n'était pas forcément hyper pas très attendu, facile à vendre. Voilà.
Parce qu'il est agréable, je pense, parce que on passe un bon moment, c'est pas la comédie de l'année, mais voilà. Et puis Karine Viard a, je pense, un capital sympathie non négligeable. Elle me rappelle un peu Sandrine Kiberlin qui avait réussi à faire un succès avec Dupontel, justement. Toi, tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. D'accord. Mais c'est vrai que Karine Viard, d'emblée, maintenant, c'est devenu une figure qui te vend un film entre guillemets, mais tu la mets sur une affiche, oui, je pense qu'elle attire. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'elle arrive à la fois, je pense il y a la critique qui l'apprécie assez et le grand public, donc qui aime bien la retrouver. Voilà, et ça peut être du cinéma populaire comme du cinéma que certains qualifieront de bobo parisien. Et finalement, elle arrive à réconcilier les deux, donc à concilier les deux. C'est vrai qu'elles sont pas si fréquentes ces actrices là, mine de rien, quand on les compte sur les doigts d'une main, je trouve. Loin derrière, alors là, c'est Battle of the Sexes qui marche pas du tout, enfin par rapport à la combinaison de salles qu'il avait, et Thelma, c'est les deux que j'ai un peu noté, mais bon, Thelma c'est différent, il avait pas une combinaison de salles aussi imposante. C'est dommage parce que Thelma c'est vachement voilà, bien. Je me suis dit que c'est peut-être l'occasion aussi, oui, de te redire Thelma, un mot, tu conseilles d'y aller. Ouais, non, c'est très très bien, c'est un super beau film au niveau de la mise en scène, au niveau des effets visuels, c'est quelque chose qu'il a énormément travaillé avec le storyboard, donc voilà, on voit que vraiment toute l'imagerie a été hyper soignée, et voilà, il y a quelque chose forcément, faut pas s'attendre à voir une production Blumhouse ou quelque chose comme ça, mais il y a, voilà, ce que j'aime bien moi dans les courants fantastiques horreur, c'est quand il y a l'humain et l'horreur à la fois et qu'on va pas rentrer dans des explications qui sont tirées par les cheveux, donc voilà, non, c'est dommage, c'est un joli petit film, ça vaudrait le coup quand même d'aller le voir. Moi tu m'as donné envie de le voir en tout cas, ça c'est sûr. Tu vas le voir aussi toi peut-être? Peut-être bien, mais j'ai beaucoup de films à rattraper. Bah oui, c'est toujours pareil, c'est difficile. Il y a trop de films qui sortent, hein. À chaque fois on se dit mince, attends, celui-là était déjà sorti, j'ai pas fait gaffe. J'annonce un petit flash forward, ça je l'ai jamais fait, mais j'ai les chiffres Paris des films qui sortent cette semaine, on va essayer de pas trop en parler, mais en tout cas de rapidement dire que Coco s'annonce quand même un beau succès, très beau chiffre sur Paris, identique à peu près à Vaiana. La Villa qui fait aussi de très bons chiffres à Paris, qui est le nouveau film de Robert Guédiguian, on va reparler tout à l'heure. Et puis troisième de ce chiffre Paris, hein, je rappelle que d'abord on a les chiffres Paris du jour, et généralement de la première séance 14h, et puis après plus tard on a les chiffres du premier jour à France, et puis après plus tard on a les chiffres de la semaine, ça c'est ceux qu'on vous donne chaque semaine. Sortie de la semaine, maintenant on va pouvoir parler des films qui sortent cette semaine, que vous pouvez aller voir, et dont Thomas va pouvoir vous parler tout de suite. Donc, premier du nom, Le Bonhomme de Neige. On avait envie d'ouvrir par celui-là parce que celui-ci, moi, il y a un truc qui me... Donc je rappelle quand même très rapidement, nouveau film de Thomas Alfredson qui avait fait La Taupe est morte, un cinéaste donc apprécié de la critique, avec un casting imposant, Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, il y a Chloé Sevigny, Val Kilmer, J.K. Simmons, James Darcy, Toby Jones, quand même une sacrée liste d'acteurs vraiment intéressants. Il a... Charlotte Gainsbourg, exactement. Comme monteuse, Thelma Schoonmaker, monteuse attitrée de Scorsese, parce que Scorsese était au départ sur le projet, devait le réaliser, finalement. Ça ne s'est pas passé, c'est Thomas Alfredson qui a fini par le récupérer. C'est l'adaptation d'un best-seller de John Nesbo qui avait déjà été adapté au cinéma avec Headhunters et qui a connu le succès grâce à celui-ci, Le Bonhomme de Neige. C'est une bonne grosse production quand même, enfin une production, on n'est pas dans la grosse production à l'Avengers, mais on est quand même dans une production avec un certain budget, un certain standing. Et il patatras peu avant la sortie, Thomas Alfredson se retourne en quelque sorte contre la production en disant qu'il n'a pas pu faire le film qu'il voulait, qu'il manquait carrément des séquences. La critique allume le film aux États-Unis puis après en France aujourd'hui. Et malgré tout, j'ai été impressionné de voir dans la combinaison de salles dans laquelle il sortait en France, si je ne me trompe pas, j'ai vu 300 salles en France, qui me paraît énorme. Est-ce que ça vaut les 300 salles? Juste avant que tu répondes à ça, je viens de me rendre compte qu'on a oublié la bande-annonce. Donc peut-être qu'on va regarder l'avance, on va revenir dessus. Non, mais je me suis dit, hein, on va se lancer, ça y est, on va parler. Mais non, regardez bien la bande-annonce, vous allez voir. A woman vanished last night. We just found the body. Prince? And the head is missing. He calls himself the Snowman Killer. He's completely insane.
I'm thinking that he's going after women that he disapproves of. The only thing we know for sure is that he's playing games with us. We need a way to lure him out. Be careful. We don't know what we're dealing with. He's been watching us the whole time. Building snowmen, cutting things up into little pieces. He's taunting us. If we don't find him, this is never going to stop. Another missing moment. There's something we're not seeing. What matters most is that we celebrate the way this has brought us together. Anyone can see that he's trying to hide something. You can't force the pieces to fit. You could have saved them. No? Gave you all the clues. Ouais, alors, bon, moi je vois ça, et je vois des plans léchés, je vois un truc qui me rappelle un peu, on en a parlé en off, Millennium, qui me rappelle un peu Prisoners. C'est génial, il y a tout le potentiel. Mais oui, non. mais oui, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais moi j'étais chaud bouillant sur ce film. Tu as fait le listing de toutes les personnes qui sont dans le projet, avec le réalisateur de Morse. Là il y a marqué par le réalisateur de la top, non, de Morse, qui est un des meilleurs films de vampires de la décennie. Oui, non, mais c'est très bien, mais Morse. Oui, c'est pas Morse, c'est vrai, peut-être. Voilà. Je suis assez là d'accord. il est dans son milieu, il est dans son élément, il a un pur acteur pour tenir le premier rôle. Michael Fassbender quand même, c'est vraiment le... Voilà, ça allait très bien, l'affiche est très réussie, la bande-annonce donne super envie, il y a des plans à tomber par terre qui sont hyper beaux. Tout va bien normalement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien. Mais en fait, patatras, c'est l'exemple type du genre de film où on ne laisse pas bosser le mec qui dirige, c'est-à-dire le réalisateur, pas les producteurs. Et le gars, on va le chercher pour faire un film américain, on le laisse faire son film de A à Z. C'est ce qu'on a fait avec Nolan, ça a très bien marché. Ça fait 2 fois que je cite Nolan, je sais, mais voilà, c'est un exemple qui marche bien. Je comprends pas pourquoi quand on a un scénario, on laisse pas le mec faire ce scénario et le filmer. Donc bon, après, il y a quand même des petites choses qui vont pas et qui lui sont imputables. Là, tout l'épilogue, ça va pas, et là il peut même pas se cacher derrière une excuse de on m'a pas laissé faire, etc., etc. La fin, ça va pas. Par contre, tout le reste, tout le travail autour tout le mystère qui se monte autour du serial killer, qui laisse des petits messages, qu'il envoie aux flics, avec à chaque fois quand il fait des bonhommes de neige avant de tuer ses victimes, il y a toute une investigation qui va très bien. Par contre, ce qui dessert, on en avait déjà discuté, mais ce qui dessert complètement le film, c'est cette accumulation de second rôle où il y aurait vraiment des choses à faire, il y aurait vraiment des choses à développer chez chacun d'eux, à part Val Kilmer qui franchement fait vraiment peine. On sent mais ça fait quelques années, Val déchiré, il a l'air déchiré à chaque séquence, ça va pas du tout. Donc bon, on aurait pu vraiment se débarrasser de ça. C'est vrai que la filmographie de Val Kilmer fait peur en elle-même, et c'est vrai que lui... Mais voilà, il est gênant, on n'a pas envie qu'il soit là. Par contre, je pense notamment au personnage de J.K. Simmons, qu'on suit, c'est le maire d'une grande ville. Attention, et on pas le de spoilers, soupçonne. Non, là, je n'en dis pas plus. On le soupçonne de baigner dans des affaires et d'avoir des arrangements, peut-être des hommes de main, des choses comme ça. On le suit, et puis finalement, en fait, on s'en est rendu compte avec Gauthier, ton compère, à la sortie du film, et on s'est dit, mais en fait, il devient quoi? En fait, on n'a pas la conclusion de ça. On nous parle de ça et puis d'accord, bon. Ah non, voilà, donc c'est ce genre de choses là. Donc pourquoi ne pas avoir épuré toute cet arc scénaristique là pour après boucher tous les trous d'air qu'a le film? Parce que c'est ça le véritable problème, c'est que le montage a été fait de la sorte que ça n'a ni queue ni tête. On a l'impression qu'il va falloir focaliser sur une partie de l'intrigue et puis finalement on nous envoie. Voilà, en fait le film est complètement massacré par les choix qui ont été faits, les choix de ce qui a été tourné, ce qui a été monté et gardé au final. Et en fait, on peut même pas être énervé à la sortie du visionnage. On a surtout l'impression que c'est un gros gâchis.
on est plus dégoûté, on a l'impression que... Oui, il y avait un grand film dormant, mais il y avait un grand film à faire et qui n'a pas été fait, donc c'est vraiment dommage. Ça, c'est le pire, ça. C'est le pire, ouais. C'est plus frustrant. C'est pire parce que... C'est pire qu'un mauvais film seulement. Ouais, c'est ça. C'est vrai, en regardant un petit peu des histoires autour de ce tournage, qui pour l'instant reste un peu mystérieux, en tout cas des informations que j'ai réussi à glaner, j'ai vu qu'il y avait Scorsese qui bossait au départ dessus. J'ai cru comprendre en 2014, qui est quand même il y a très longtemps, qu'il y avait déjà des repérages qui étaient faits avec Alfredson à la barre. À savoir, est-ce que le projet a pris longtemps, est-ce que c'est lui qui voulait vraiment préparer les choses comme il fallait, je ne sais pas. Et le truc a été rushé, ça c'est Alfredson qui le dit, a priori, il semblerait qu'on lui a demandé d'aller tourner quasiment du jour au lendemain là où il avait prévu de tourner. Il a dû tourner les séquences et il a même pas finalisé le scénario à ce moment-là. Et il tourne les séquences et lui en manque 4-5 sur le banc de montage où ils disent il manque des séquences clés, on va rien comprendre. Et là, le film, je sais pas pour quelle raison, n'a pas de rallonge de budget et se retrouve à sortir tel quel. C'est vrai que c'est un cas assez particulier. Moi, j'ai pas souvenir. J'ai souvenir de films rushés, mais est-ce qu'il y a eu des cas comme ça? Vous avez pas souvenir? Moi, j'ai pas souvenir. C'est très étonnant la façon dont ça a été géré. Et puis avec Scorsese comme producteur, on avait eu plutôt dans l'année Free Fire, réalisé par Ben Wheatley, avec aussi un casting assez conséquent. Ouais. Et pour le coup, c'est vrai que là, c'était un film. On sent c'était peut-être même. Là, moi, un reproche que j'aurais pu faire au film, c'est qu'on sent que Ben Wheatley, on sait comment il est un petit peu jusqu'au boutiste. Là, presque limite, on aurait dû lui mettre un petit garde-fou. Là, on a l'impression qu'on n'a pas laissé le mec bosser sereinement. Donc c'est vrai que c'est assez paradoxal, là, ces deux films produits par Scorsese cette année, il y en a un qui est peut-être mérité d'être un petit peu plus médiatisé, encadré, et celui-là qui aurait dû peut-être avoir plus de liberté pour pas qu'on rentre dans un thriller générique comme ça, sans queue ni tête en fait. Ouais. T'aimais bien toi le cinéma d'Alfredson? T'avais déjà vu peut-être? Moi, j'ai vu seulement La Taupe, mais il faut que je vois Morse. Et t'avais aimé La Taupe? J'étais resté un peu en dehors du film, parce que c'est quand même très indigeste, je trouve. Enfin, il faut s'accrocher. C'est très austère. C'est austère et il faut s'accrocher. Donc c'est ça, je pense que c'est un film qui accroche ou qui accroche pas. Exactement. Un truc, on aime ou pas c'est vrai qu'il a un style particulier, même sur Morse, je trouve que. Alors Morse, il y a concrètement un excellent film, mais c'est vrai qu'on peut ne pas accrocher à l'univers dépeint, à la manière avec laquelle c'est dépeint. Je fais un petit écart Twitter parce qu'on a des commentaires, donc toujours de Daniel et toujours d'Oscar. Daniel d'abord qui dit d'après la BA, il a l'air plutôt sympa, qui met une image de la Reine des Neiges. Avec ce fameux... C'est Olaf. C'est une provocation, ça. C'est une provocation, ça, Daniel. Fais attention. Fais attention, Daniel. Fais attention. Et on a Oscar qui dit « Ça me rappelle les rivières pourpres de Granger sur certains aspects. » C'est vrai. Non, ça pourrait être classé dans la même catégorie. Exemple d'un film aussi, finalement, peut-être pas autant, mais rushé quand même. Je trouvais qu'il y avait un truc un peu bâclé dans les rivières pourpres. Et d'ailleurs, souvent, Matt Kassovic s'est revenu dessus en expliquant qu'il n'avait pas pu faire le film qu'il voulait à l'époque. Comme quoi, la neige, peut-être, je sais pas, la neige doit handicaper. Non, mais après, il va falloir surveiller, parce que tu te poses la question pourquoi il est sorti sur 300 écrans. Il va falloir peut-être surveiller, et tu en parleras peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après au niveau des scores, mais le film n'est pas à l'abri de marcher quand même un petit peu, parce que les thrillers, il y a quand même toujours il y a un public pour ces films criminels, serial killer. Et on voit le succès de Mindhunter notamment sur Netflix, donc c'est pas interdit que ce soit un succès et que finalement Universal retombe sur ses pattes. Et puis comme tu le dis, tout le monde ne regarde pas Cinewatch, donc tout le monde n'a pas accès à ta chronique, et tout le monde peut se dire en voyant la bande, ça a l'air vraiment sympa. Il faudrait vraiment et c'est Thomas Alfred aucune critique, parce que moi encore je suis hyper indulgent parce que j'aime le réalisateur et il vaut mieux pas aller faire un tour sur le ciné par exemple, où effectivement il y a un conglomérat de critiques assez assassines sur celui-là, mais cela étant dit, les spectateurs n'ont pas l'air d'être spécialement emballés non plus, donc à voir ce que ça donnera. Pour le bonhomme de neige, voilà, c'est pas tout de suite Noël pour les thrillers neigeux. C'est petit jeu de mots, bien sûr, petite dédicace à Nicolas s'il nous écoute. Le film suivant, lui, alors c'est pas du tout la neige, c'est pas du tout le froid, on est vraiment dans la chaleur. C'est le Mexique qui arrive vers nous grâce à Pixar. C'est Coco, nouvelle production Pixar, co-réalisée, j'entends, par Leon Critch, un ancien de Pixar, et puis par Adrian Molina, qui est donc un nouveau venu. J'ai laissé Thomas, évidemment, Humbert en parler, parce que toi tu es un bon spécialiste, je le sais, un passionné de Pixar. Juste avant qu'on y vienne, on va regarder la bande-annonce, cette fois-ci je me tromperai pas, et on va regarder de quoi il en retourne de ce Coco, parce que la bande-annonce est bien faite. Viens Dante. Viens Dante, dépêche-toi. Faut pas qu'on m'entende. Je sais que je devrais pas aimer la musique, mais c'est plus fort que moi. J'ai la musique dans le sang. Moi je serai musicien. Les musiciens
sont égoïstes et irresponsables. On a dit plus de musique. Tu vas écouter ta famille. Pas de musique. Pas de musique. Je pense que nous sommes les seuls au Mexique à détester la musique. Dia de los Muertos a commencé. Ce soir, on reste en famille. Tes ancêtres seront toujours là pour te guider. Si seulement quelqu'un pouvait m'aider à accomplir mon rêve. Reviens, mon chien! Tu dois rester avec moi. On ne sait pas où on est. Miguel? Maman Imelda, toujours aussi belle. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais alors, c'est pas un rêve. Vous êtes tous vraiment là. Bienvenue. Rien à déclarer? Eh bien, comment dire? Si. C'est l'enfant vivant. Regarde ta main. Je deviens un squelette. Tu dois rentrer chez toi avant le lever du soleil. Je vais t'aider. C'est vous? Ouais, c'est moi. Beau gosse, hein? Depuis que je suis née, il y a une chose qui fait que je me sens différent. Et je ne savais pas d'où ça venait. On ne peut pas renier sa véritable destinée. À toi maintenant de faire un choix. Qu'est-ce que tu fais? Je marche comme un squelette pour passer inaperçu. J'ai jamais vu un squelette qui ait cette démarche. Vous marchez comme ça, hein? Pas du tout. T'arrêtes, hein? Dans ma famille, on n'est pas toujours d'accord sur tout. Mais on reste soudés. Rien n'est plus important que ce que vous aimez. Ay, pobrecito. Estás bien, mijo. 9 novembre au cinéma. Bon, alors c'est vrai que celui-ci, on en parlait en off, avait pas forcément emballé tout le monde à l'origine, hein, j'entends, à l'extérieur. C'est vrai que Pixar, ces dernières années, moi, c'est ma caverne d'Ali Baba comme Thomas ici, mais il y a un truc où on sait que ces dernières années, c'est pas l'extase créative, quoi. Excepté peut-être vice versa pour défendre ma parole. Je l'avais dit dans une précédente émission, c'est vrai que Disney, Pixar surtout, c'était beaucoup de suites, de préquels, de spin-off, etc. Et là, effectivement, il y a le projet original qui arrive. Alors, je vais laisser la parole à Thomas Humbert parce que t'as pas pu parler sur le bonhomme de neige et je sais qu'il te tient à cœur. Coco, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? Alors, oui, je suis très content d'être ici pour en parler parce que je viens pas souvent, mais j'étais content de venir pour ce film-là. On t'invitera pour les Pixar, c'est normal. Voilà, mais celui-là particulièrement parce que c'est un vrai coup de cœur. Il faut savoir une chose, c'est que oui, les Disney et les Disney animés et les Pixar, c'est des films que j'attends sur 5 ans, donc ça fait 5 ans concrètement que je l'attends, ce film, depuis qu'ils ont annoncé un premier concept art, hein, quelque chose comme ça. Et c'est ce que j'ai eu la chance de dire au réalisateur, d'ailleurs, que j'avais rencontré en interview. Depuis que je suis à Allociné et que je fais des projections de presse de Disney animation ou Pixar, je les attends tellement, je me suis tellement déjà fait le film dans ma tête que je ressors toujours, mais pardon, c'est systématique avec un petit pourcentage de déception. Après je revois le film et ce pourcentage peut s'effacer. C'est la première fois en 6 ans que je ressors... Donc depuis Réponse, voilà. Ah, depuis Réponse, d'accord. J'ai pensé Toy Story 3, depuis la première projection de presse que j'ai fait dans Disney et Pixar pour Allociné, c'est la première fois en 6 ans que je ressors et que le film est mieux que ce à quoi je m'attendais. Et c'est un film, je rappelle, que j'attends depuis 5 ans. Ça fait beaucoup. C'est un chef-d'œuvre. Moi, c'est ce que j'appelle un chef-d'œuvre. J'aime pas le dire souvent, je pense que je le dis pas souvent, mais là je le dis. Et oui, effectivement, je m'étais pas pris une telle baffe dans la gueule depuis Toy Story 3. Là. Oui, c'est ce que tu m'avais dit à la sortie de la salle. Et je le maintiens. Après, il faudrait que je le revoie. Je pense que je le reverrai pour voir si j'ai pas un peu halluciné. Mais non, c'est fou, quoi. Et Thomas Perrion, toi aussi? Moi, je suis d'accord avec lui. De toute façon, je crois que c'est même quelque chose que j'ai écrit dans ma chronique. Depuis Toy Story 3, il n'y avait pas eu tous ces ingrédients qui ont fait ce qu'on aime retrouver chez Disney. L'humour, l'émotion, la tendresse, il y a tout. Et puis voilà, je pense qu'il y a une séquence qui fait chialer comme devant là-haut, comme devant Toy Story 3, etc. C'est très très difficile, quoi. Moi, pourtant des fois je suis pas le dernier à avoir le cœur un peu dur. Là, c'est pas possible de pas fondre. Pourtant voilà, j'avais un petit peu des réticences. En plus voilà, il y avait ce lien de parenté un peu douteux autour du film qui était produit
par Guillermo del Toro, La Légende de Manolo. Ouais, qui était un très bon il y film. avait quand même des petits éléments où on se dit ça ressemble. Mais bon, tu vois les deux bandes annonces, tu te dis oui, c'est. Voilà, c'est ça. Mais au final, moi, ça a été une proche. excellente surprise. C'est une très très bonne surprise. Il y a même des rebondissements qu'on ne voit pas venir. Donc non, franchement, c'est une vraie réussite. Moi aussi, pareil, ça fait des années. Réponse Toy Story 3. Je crois que c'est les deux derniers qui m'avaient vraiment touché et plu. Et là vraiment pareil. Toi, mais en fait, il a très bien résumé les choses. En dehors des qualités qui sont inhérentes aux productions de très haut standing chez Pixar, moi il y a un truc qui m'a marqué vachement dans Coco et que j'ai trouvé ressurgissant, c'est la qualité qu'ils ont mise et l'investissement qu'ils ont mis dans le respect de la culture mexicaine. C'est-à-dire qu'ils ont en plus, c'est vrai quand on regarde les coulisses, c'est extraordinaire parce qu'ils ont eu des types qui ont fait des dessins satiriques à l'annonce du projet, notamment un qui a fait effectivement un dessin où Mickey écrasait des Mexicains en disant ils vont vous transformer en marque votre culture, et ils sont allés chercher ce mec là et ils ont dit viens chez nous, on a envie de faire un film qui respecte. C'est génial, et je pense que ça n'a pas été fait dans une démarche putassière pour une fois. Je crois sincèrement que ça a été fait dans une démarche d'artiste. Un vrai respect de la culture mexicaine, et c'est hyper agréable quoi. C'est génial, on a l'impression qu'ils piétinent pas, Thomas. Il y a une chose qui prime et qui a toujours primé, en tout cas c'est ce qu'ils disent et je veux bien les croire chez Disney et chez Pixar, c'est pas pour rien qu'ils font 5 ou 6 ans à faire des films, c'est le scénario. Et à partir de là, je pense vraiment que c'est ce qu'ils vont regarder avant tout, et non, je pense qu'il n'y avait jamais de... Après, on peut parler de suites qui n'ont pas vraiment de sens, mais en tout cas, sur les projets originaux, il n'y a jamais de démarche putassière, non, ça c'est sûr. Il n'y en a pas, mais je veux dire particulièrement aussi dans on va dire dans l'intégration de la culture mexicaine à l'intérieur de l'histoire. Dès les premières images, et cette espèce de frise là qui est composée, qui raconte que je trouve très malin d'ailleurs, très intelligent. Le prologue est magnifique. Le prologue est magnifique. Qui est dedans directement. Ah ouais, c'est ça qui est puis il y a encore ce génie qu'on aime chez Pixar et qui, moi, franchement, il faut que je raconte. Je me permets. Bien sûr. T'as dit tout le bien que l'on peut penser de Coco, et je crois que je pourrais pas dire mieux que toi. Par contre, il faut que je dise tout le mal que je pense du court-métrage qui est avant, avec Olaf. Qu'on n'a pas eu la chance de voir, faut que tu le saches, parce que c'est une torture. C'est une torture de 21 minutes. Alors que les courts-métrages de Pixar, normalement, c'est la poésie, c'est 4 minutes de bonheur, c'est une petite bulle comme ça où on voit tout le génie des animateurs de Pixar. Là, on a le droit à une bouse absolue, braillarde, sans intérêt, qui est juste là pour faire la pub du spin-off consacré à Olaf. C'est étrange comme choix. Thomas, les chansons sont niaises, c'est horrible. En fait, on se retrouve dans le même cas de figure qu'il y a 2 ans avec Le Voyage d'Arlo. Non, pardon, je dis n'importe quoi. En tout cas, un des derniers longs métrages Pixar n'avait pas de court métrage avant, et là c'est pas un court métrage Pixar, c'est juste un téléfilm en fait à la base. 21 minutes. Qui a été diffusé à la télévision. En France, en fait, aux États-Unis, il fait la première partie de Coco. En France, il ne sera pas diffusé dans les salles, il passe à la télé à partir de 1er décembre. Donc en fait, ça c'est vraiment pas à mettre dans le sac des courts métrages Pixar qui sont quasiment toujours réussi. Le dernier en date c'était Lou, c'était la première partie de Cars 3 et là c'était vraiment une petite pépite celui-là. Il y avait un avec un petit oiseau, il y en avait plein qui étaient vraiment chouettes. Ils utilisent d'ailleurs. Là on est pris en otage 20 minutes devant ce truc braillard. Vraiment, franchement j'étais à 2 doigts de partir. Déjà Coco, j'avais hésité à aller le voir. Oui, tu t'es dit oh là là, Coco ça va faire mal quoi. Voilà, et là c'est crispant, mais je crois que c'est un avis très très répandu. J'ai vu Comme au cinéma qui a fait un article dessus en disant ce court-métrage qui insupporte tout le monde. Je pense que en fait je suis pas le seul, mais il fallait le dire en fait. Les exploitants, faites du bien à vos spectateurs qui viennent voir un beau film. Ou alors c'est une post générique, comme ça les gens peuvent partir de la salle, ils ont vu le film. C'est ça. En tout cas, ce moyen métrage du coup, je pense qu'il est explicable peut-être par le fait que, comme tu disais, les studios Pixar n'avaient pas forcément la recette pour vendre Coco, qui était les gens étaient toi si t'étais un peu réticent à aller le voir, les gens étaient pas forcément sûrs de comment le vendre, et du coup on met un peu de Reine des Neiges juste avant puisqu'on sait que ça marche, donc c'est un petit peu la carotte pour aller voir. Je pense que ça c'est pas impossible que ce soit finalement effectivement une situation un peu de doute, qui se disent on va tenter le coup en mettant la Reine des Neiges pour que les gens aillent voir, mais
est-ce que c'est un choix judicieux? C'est vrai que 20 minutes, c'est quand même un sacré morceau, ça allonge quand même la durée de la salle, ça prend vraiment de séance, etc. 21, parce que vraiment chaque minute compte. Chaque minute est une souffrance. 21 minutes de souffrance, tu donnes pas du tout envie de le regarder, c'est bien. Non. Allez voir Coco, arriver en retard pour zapper tu ça. Tu vois, j'avais pas envie de te montrer le gif avec le compte, avec notre ami le bonhomme de neige, mais je te rappelle que c'est un des personnages de la Reine des Neiges. C'est-à-dire que j'ai vu 2 bonhommes de neige cette semaine, celui d'Alfredson et celui-là, et franchement les deux m'ont déprimé, quoi. Et pour répondre à Oscar, non, ce n'est pas Gad Elmaleh qui double Coco, la voix de Coco, évidemment, on est tenté de faire le parallèle, non, absolument pas. Par contre, le doublage français m'a énormément étonné parce que je me suis dit comment ils vont faire avec une inspiration mexicaine pour pas faire des voix caricaturales, et ils ont réussi l'exploit. Ils ont été même très malins parce que le seul qui a un accent, c'est finalement le personnage qui je ne veux rien dire, mais c'est un des personnages. C'est très judicieux de lui avoir mis à lui parce que ça permet de le détacher du reste, et le reste, c'est juste des très bons acteurs. Et en revanche, sur la musique, moi c'est le bémol que j'ai un peu. Je trouve que la musique, pour l'avoir écouté à BO en anglais, est moins bonne qualité. En français, comme le film repose beaucoup sur la première prestation chantée du gamin, je trouve que quand il chante, c'est un peu décevant. Je suis un peu... En tout cas, pour parler de la musique, justement, ça c'est un des sujets les plus importants du film. C'est la première fois qu'on a un film Pixar sur la musique et pas en musique. Oui, et c'est quelque chose. La façon qu'ont les studios Pixar d'aborder la musique, c'est une façon qui est totalement différente de chez Disney. Et heureusement d'ailleurs, ils n'ont pas fait une comédie musicale à la Reine des Neiges ou à la Vaiana, que j'adore, hein. Mais ils se seraient reniés en faisant ça. Ils n'auraient pas été dans leur identité, et ils ont eu l'intelligence de faire un film porté par de la musique, mais qui parle de musique, où on commence en musique, on termine en musique, et les recherches qu'ils ont fait justement pour ça, c'est hallucinant. Et je rappelle aussi, on en a parlé sans en parler, mais visuellement, je crois que j'hésite à le dire, parce que c'est toujours compliqué, et en même temps, c'est les années qui font ça, mais pour moi, c'est le plus beau des Pixar que j'ai pu voir en termes de travail de la lumière, de travail de la gestion photoréaliste des personnages. C'est du délire total. J'avais le rating qui était absolument stupéfait à chaque image. C'est vraiment un festin absolu. En plus, comme il y a les couleurs du Mexique, ça rajoute. Moi justement, j'avais peur de ce côté un petit peu saturé de couleurs, un petit peu on nous en met trop, et finalement ça marche très bien. Non, parce que les couleurs sont parfaitement gérées, quoi. Mais je pense que par exemple le voyage d'Arlo est plus photoréaliste, mais en fait on n'a pas ce décalage entre le... C'est assez étrange, le voyage d'Arlo, visuellement, c'est vrai. C'est quelque chose d'incroyable. Mais là il y a en plus ce côté fantastique où tu te dis mais même ça j'arrive à y croire, alors que c'est incroyable en fait. Bon. Vous savez quoi faire cette semaine, il faut aller voir Coco, allez le voir avec tout le monde, toute votre famille, en plus ça parle de ça, vous allez voir, c'est un petit régal. On va pouvoir passer sur le film suivant. Alors je vais mettre la bande-annonce, on va mettre la bande-annonce, on va déjà dire ce que c'est. On va mettre la bande-annonce pendant qu'on en parle, c'est 12 jours de Raymond Depardon, c'est quand même le retour d'un documentariste de légende, mais c'est qu'on peut dire de retour, sachant qu'il est quand même très souvent là, Raymond Depardon, il est très prolifique. Une vraie régularité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Thomas? On n'a pas beaucoup de minutes, mais on aimerait bien en dire quelques mots. Brièvement, je le ferai peut-être pas aussi bien que ma chroniqueuse qui a fait un super article très documenté, très précis, mais voilà, je l'ai découvert cet après-midi, et il y a quelque chose d'important en fait dans ce film-là, le fait comme ça de donner la parole à ces gens. De quoi ça parle peut-être, c'est vrai qu'il faut le redire. Ça parle, on va préciser, donc on le voit là, donc on a plusieurs juges qui sont là pour statuer au bout de 12 jours pour des personnes qui ont été internées de force, c'est-à-dire qu'on enferme en hôpital psychiatrique sans leur accord, et donc du coup on juge la procédure au bout de 12 jours. Est-ce que tout a été respecté? Est-ce qu'on prolonge? Est-ce qu'on garde le patient dans l'hôpital, ou est-ce qu'on le libère? Ça, finalement ils sont libérés, moi j'ai regardé un petit peu, 10% du temps, ce qui n'est pas beaucoup, mais voilà, c'est hyper intéressant de voir le travail des juges qui sont très bienveillants, qui ont pas un boulot facile, qu'on voit il y a certains moments, c'est très très difficile de pas rire nerveusement parce qu'on a vraiment des énergumènes, des gens malades, des gens qui déjà disent la force des choses. de pardon, quelle que soit la situation. Donc c'est très juste. Les deux juges, voilà, on les voit toutes les deux dans la bande-annonce, qui sont, moi je trouve, assez admirables, mais on a aussi ces personnes qu'on voit qui ont toutes des histoires. Voilà, ce monsieur qu'on voit derrière toi, c'est très très dur,
Et ça montre un petit peu toutes les failles de la société, de notre monde et tous ces gens. Et sincèrement, je trouve que c'est vrai qu'on en parle très peu, même les médias, même les hommes politiques, on parle très très peu des personnes placées en C'est un sujet presque tabou, on n'a pas envie d'en parler. Il y a un tabou autour de ça, il y a un tabou autour de l'autisme, qui avait eu un très bon documentaire, La Porte d'Anna, l'année dernière. Mais là, il y a aussi autour de ça. Et voilà, c'est un film qui est important, il dure qu'1h10. La musique très délicate a été faite par Desplat, d'ailleurs ça c'était une surprise de voir ça. C'est vrai que la part de voilà, c'est 1h10, sincèrement, c'est un bon documentaire qui cherche pas il montre. Alors voilà, le petit, s'il fallait un tout petit bémol, c'est que comme il y a beaucoup de séquences de face à face avec les juges, on peut avoir une impression de répétitif, mais comme c'est que des histoires très différentes, au final, moi je n'ai pas vu les 1h10 passer, il y a quelque chose qui amène à réfléchir. Moi je suis même encore en train de le digérer, mais il y a quelque chose d'assez implacable avec ce film. D'accord. Bon bah toi tu serais tenté de le voir. Ça m'intéresse beaucoup ce genre de sujet là, un peu grave. Moi je repense à un documentaire pas du tout dans le même qui parle pas du tout de la même chose, mais qui m'avait bouleversé cette année. D'ailleurs c'est mon numéro 1 avec Coco, c'est Et les Mistral gagnants. Ah oui. Donc ça c'est un film je suis d'accord avec toi. Alors très si c'est un petit peu dans la même mouvance, ça me passionne. Je dirais que les Mistral gagnants est plus généreux en émotion. Là on est vraiment juste en observateur, mais je suis d'accord avec toi. Les Mistral gagnants d'ailleurs il marche super bien en vidéo et ça j'en suis ravi. Tant mieux. Bon bah non, voilà, ça s'est fait le deuxième film à mettre de côté. Allez voir 12 jours aussi de Raymond Depardon, c'est un cinéaste de toute façon quoi qu'il arrive intéressant et important et qui a en plus une méthode de documentariste absolument fascinante, donc allez le voir et puis regardez les autres. Il y en a beaucoup, je sais, mais voilà, faut le voir parce que c'est vraiment très très grand cinéaste. Il y en a un autre dont tu peux parler, Thomas, c'est Plongée de Mélanie Laurent. Alors on n'a pas beaucoup de temps, si tu arrives à nous en donner quelques mots. Rapidement, bon ben voilà, donc Mélanie Laurent, moi j'étais très sceptique au début de sa carrière en tant que cinéaste, et puis finalement Les Adoptés respirent, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose, il y avait un vrai regard de cinéaste. Elle est hyper bien aidée par son chef-op qui bosse encore magnifiquement bien. On va le voir d'ailleurs en bonne annonce. Voilà, donc là, après le documentaire Demain qu'elle avait fait avec Cyril Dion, qui a été récompensé au César, qui est d'ailleurs très bien aussi, elle revient à ce qui lui plaît, ce qui semble obséder, toute cette toxicité des relations. Là c'est le couple, là on sent même qu'il y a pourtant c'est pas son texte, hein, c'est un livre de Christophe Bonneau Didio, où je veux pas dire de bêtises, qui lui a été donné très très vite, il était même pas publié, qu'elle avait déjà le texte pour l'adapter. Bonneau Didio, voilà, ça c'est pas un nom commun, faut le dire. Et voilà, on sent qu'elle a appris le texte et qu'elle se l'est approprié, avec tout ce truc autour de l'artiste qui n'arrive pas à exister dans le couple. Et elle dit des choses très belles sur la femme. Est-elle obligée d'être mère pour être femme? Et est-ce qu'elle peut pas exister et être libre autrement? Voilà. Bon, après moi je trouve que c'est pas complètement abouti. C'est, je pense, le film de Mélanie Laurent que j'ai le moins aimé. Par contre, juste visuellement, elle compose, on en voit quelques-uns dans la bande-annonce, elle compose des plans magnifiques. Les plans, par contre, visuellement, c'est très très beau. Et puis voilà, bon, le film, moi je suis resté un peu sur ma faim, mais on peut pas lui reprocher d'essayer quoi, de faire des films, des personnages consensuels, très ronds, etc. Franchement, il y a des moments, ils sont hyper égoïstes, l'un comme l'autre. Ils ne cachent pas les failles. Voilà, elle cherche pas du tout à les rendre tout mignons, tout lisses, etc. Donc voilà, après, pour l'instant, ça a été moins. Le film de Mélanie Laurent que j'ai le moins aimé, mais bon, il y a toujours quelque chose quand même. On verra ce qu'il en est peut-être de la réception du public, parce que c'est vrai que c'est ce que ça va être. Alors voilà, je vais rapidement donner les titres des autres films qui sont à l'affiche cette semaine. Hein. C'est tout pour moi de Nawal Madini, Ludovic Colbeau-Justine, qui à mon avis va être un vrai beau succès, ce film, je le sens venir, en tout cas en province. La Villa de Robert Guédiguian, qui a été très bien accueilli par la presse, nouveau film de Robert Guédiguian avec sa troupe habituelle. Bad Moms 2 de Scott Moore et John Lucas, très étonnant de voir ce truc arriver en salle. Énormément. La promesse de Terry George, une super production de 90 millions de dollars sur le génocide en Arménie, un truc complètement improbable, réalisé par le mec qui avait fait le Hôtel Rwanda. Donc vous nous en direz des nouvelles la semaine prochaine si vous le voyez. Tout mais pas ça. Deodato Maria Falcone, une comédie italienne, et aussi la ressortie de La Leçon de piano. La ressortie, c'était pas évident à dire, j'ai dû annoncer pas mal. La ressortie de La Leçon de piano de Jane Campion, que j'invite les gens à aller le voir, parce qu'il est ressorti en plus dans une très belle version. Voilà, ça c'était pour le tour des films. On y est arrivé. Merci
Thomas, merci. Thomas. Merci d'être venu, merci à vous d'avoir regardé aussi également, d'avoir commenté sur Twitter. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine, on sera là toujours, mercredi, évidemment. Et puis en replay, vous pourrez le voir et le partager surtout, ça c'est très important. On espère que vous apprécierez les films de cette semaine et que vous êtes prêts à vous tenir pour la semaine suivante. Et on vous souhaite une bonne semaine de cinéma, tout simplement. Allez voir Coco. Bon Coco.